Demain, on n'aurait pas fait ça. Allez, le Venezuela, on en parle avec donc la génération Guaido qui menace le pouvoir chaviste. Alors, tout à l'heure, Francisco Messa-Fiocou évoquait la Chine et la Russie. Est-ce que vous pensez que ces deux pays peuvent être une parade pour Maduro? Oui, ils constituent toujours une parade. Parce que, au fait, c'est la guerre des intérêts. Qu'on ne le veuille pas, il y a le pétrole, il y a l'or, tout ça. Donc, chacun, nos pays sous-développés, en quelque sorte, sont les pourvoyeurs, sinon les greniers de tous ces pays développés. Mais si je reviens un peu sur le jeune président du Parlement, et vous savez, peut-être le président Maduro a fauté un peu, parce que quand ces jeunes ils se sont révoltés contre Chavez, et beaucoup étaient partis en exil. Et vous savez, quand vous quittez ces pays, vous allez aux États-Unis et autres, et vous êtes plus ou moins bien accueillis, vous avez quelques jobs, vous avez des conférences et autres. Donc, après, quand on a besoin de vous déstabiliser, on vous renvoie. Ces gens, ils sont là. Beaucoup sont à l'extérieur et qui sont des intellectuels. En fait, c'était des jeunes... Avec l'autovisa. Oui, c'était des jeunes intellectuels et qui sont bien implantés. Donc, aujourd'hui, c'est eux qui reviennent. Donc, ils vont beaucoup le déranger parce que la stabilité n'est pas pour aujourd'hui, même si la Russie et autres interviennent. Il y a les États-Unis qui sont à côté. Je dis déjà, les camions d'aide qui commencent par entrer, ça lui crée déjà, disons, encore la popularité et pour y résister. C'est un monsieur qui a été toujours discret. Si aujourd'hui sort devant le public, c'est qu'arrivé à un moment donné, il a changé de stratégie. Mais peut-être, Jean-Paul, à la décharge de Maduro, c'est vrai, dans tous les pays du monde, il est très compliqué d'être en cohabitation quand vous avez l'exécutif, mais que le Parlement est dans les mains de l'opposition. Oui, mais disons que le Venezuela était déjà en difficulté avant que l'opposition prenne le Parlement. Et c'est justement parce que la situation économique était difficile que l'opposition a pu prendre le Parlement. Je crois, au-delà de tout ce qu'on a dit, que la personnalité de Maduro par rapport à celle de Chavez ne lui a pas permis justement de s'inscrire dans la politique menée par son prédécesseur qui incarnait presque une légende à lui toute seule et à qui peut-être on pardonnait davantage que à celui-ci et puis qui pouvait peser davantage dans la politique vénézuélienne. Celui-là a un problème presque de légitimité. Même s'il a été élu, il a presque un problème de légitimité. Peut-être qu'il s'est même retrouvé là-bas, je dirais, presque par hasard, sans vraiment s'y être préparé, puisque Chavez s'est décidé d'un cancer. Donc, je crois que peut-être il a la faiblesse de ne pas maîtriser véritablement tous les rouages et puis de ne pas avoir une politique économique vraiment claire dans un contexte mondial aussi difficile. Il se réclame du chavisme ou peut-être qu'il ne maîtrise pas le concept. Non, peut-être que c'est un simple idéologue, mais une fois que vous avez parlé idéologie, vous avez déclamé les grands principes, après il faut que votre population mange à sa faim et qu'il se soigne, etc. Parce que, quoi qu'on dise, on ne mange pas l'idéologie. Donc, c'est bien beau. Il y a quelques années, on pouvait mobiliser les masses autour de la grande révolution, des grands principes, etc., comme on l'a dit tout à l'heure, avec tous ces présidents révolutionnaires qui ont dirigé tous ces pays. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte international, mondial, beaucoup plus compliqué, où les gens ont véritablement besoin de manger à leur faim, de se soigner, ce que visiblement ils n'arrivent pas à offrir, au-delà du contexte aussi international avec les États-Unis, le poids des États-Unis
à côté dont on a parlé. Vous pensez, oui? Je pense que Maduro n'a pas pu se forger l'image révolutionnaire, de révolutionnaire comme Chavez. Ouais. Parce que Chavez haranguait bien les foules. Ils allaient de province en province pour sensibiliser la foule contre le grand Satan que sont les États-Unis. Oui. Mais Maduro, lui, quand il prend la parole, il parle peu. Il parle peu. Il ne dit pas souvent ce que ses militants même veulent entendre. Ce qui a profité à l'opposition. Et en temps, ils ont fait un coup de force pour nommer un parlement parallèle, ce que les Occidentaux n'ont pas accepté. Et par ces méconnaissances des rouages politiques, le petit Guaido de 35 ans est en train de lui prouver qu'il a échoué depuis 2013. Est-ce que Guaido peut gouverner? Non, Guaido ne peut pas gouverner en ce sens qu'il est président du Parlement. Dans la Constitution, dans toute Constitution, Oui, mais le là, président du Parlement joue le rôle législatif. Une quarantaine Non, d'États je t'ai dit que c'est président intérimaire ou président, tout ce qu'on veut. Non. J'ai donné l'exemple de l'Espagne. Oui. Quand le Catalogne a voulu le pouvoir central de Madrid a réagi. Pourquoi ces Occidentaux veulent faire ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux au Venezuela? Mais pour le moment, c'est comme c'est en train de réussir au Venezuela. Non, ça n'a pas réussi. Tant que l'armée n'a pas basculé... C'est l'armée qui joue le jeu. Dans les pays révolutionnaires, que Oui, ce soit au vous Cuba... l'avez dit ici, oui. dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, les salaires ne tombent pas. Oui, là... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est en ce moment que l'armée peut basculer. Mais pour le moment, l'armée soutient le président Maduro. Oui. Non, mais vous savez, on parlait des sanctions des États-Unis et autres, mais il y a eu la Libye de Kadhafi qui avait connu des sanctions après l'attentat de Lockerbie. Mais ça n'a pas empêché la Libye de se refermer sur elle-même et le jour, jusqu'au moment où toutes ces sanctions se levaient, ben, tout le monde a vu que c'était vraiment, disons, c'était la fiesta dans le pays. Les Libyens avaient quand même le minimum qu'il fallait, ce qu'ailleurs les gens n'avaient pas, et qui a créé beaucoup d'envie. Donc je crois que tout président qui se dit nationaliste doit, au-delà des sanctions, disons, imaginer, inventer, pour pouvoir, disons, faire un développement interne et non d'attendre toujours qu'il y a telle sanction et puis on se plaint et à la fin, les populations n'ont plus rien et ça dénature, n'est-ce pas, le nationalisme. C'était aussi, je peux dire que c'était aussi du populisme dans le temps. Mais ici, on n'a pas pu, dans le temps, après la mort de Chavez, comme il a dit, tout ce que Chavez avait laissé, Chavez est parti, quand même, le pays était mieux, voilà, économiquement. Mais quand il est parti, la gestion en commun avec la corruption partout et autres, donc tout a été dilapidé. Donc les caisses sont vides, il n'y a plus rien pour le peuple. Donc le peuple ne peut que soutenir le nouveau marchand qui est arrivé. Et en conclusion, on peut dire que le chavisme est en agonie. Bon, encore une fois, moi j'ai toujours eu, j'ai toujours aimé parler du peuple avec nuance, parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, Maduro aussi a ses partisans. Oui. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il représente? Personne n'en sait rien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens dehors pour protester contre lui et pour réclamer sa démission. Peut-être qu'il y en a autant qui sont à la maison et qui pensent qu'il faut qu'il continue. Et la seule façon de les départager, peut-être, c'est des élections. On ne peut pas véritablement dire que c'est un pays fermé où il n'y a pas d'élections, tout ça. Il y a des élections. Et la preuve, c'est que c'est l'opposition qui détient le Parlement. Ça veut dire qu'il y a des élections crédibles qui peuvent être organisées dans ce pays-là. Et donc, moi, je pencherai peut-être pour une sortie de crise qui passerait par de nouvelles élections, y compris des élections présidentielles anticipées. Mais donnons le pouvoir exécutif à quelqu'un simplement parce qu'il a pris la tête de la révolution, il est beau, il est jeune, il est soutenu par les États-Unis. Je pense que c'est peut-être pour moi un peu court et c'est aussi dangereux. Si à chaque fois qu'il y a une crise sociale dans un pays, qu'un président est contesté, il faille demander au président du Parlement de prendre le pouvoir, de l'éjecter. Je crois que depuis
depuis plusieurs mois. Le président français est lui-même contesté chez lui. Chaque samedi, il y a des affrontements. On dénombre déjà, même si ce n'est pas les forces de l'ordre qui les ont tués, il y a quand même une dizaine de morts déjà, peu ou prou liés aux manifestations. Donc il y a une vraie crise sociale en France aussi. C'est pas de la même ampleur. Les gens ne commencent pas à mourir de faim non plus en France. Les magasins ne sont pas vides, etc. Les stations d'essence ne sont pas vides. Mais il y a quand même une demande sociale forte, jusqu'au point où certains, en direct, sur des plateaux de télé, des chaînes pas marginales, des chaînes à grande écoute, où certains ont demandé une transition, y compris en France, où certains ont voulu aller prendre l'Élysée. Ça veut dire que lorsque les populations, en tout cas un certain nombre de personnes, se sentent délaissées par la politique, se sentent délaissées par le pouvoir politique, et qu'ils sont devenus des laissés pour compte, à un moment, la révolte monte et on est en situation de renverser les institutions. Ce n'est pas une raison pour accompagner cette démarche-là et renverser ceux qui ont été élus. Donc, moi, je suis contre la prise de pouvoir par la rue de Guaido. Mais en revanche, il y a une situation qu'il faut résoudre. On ne peut pas continuer comme ça. Les gens n'ont rien à manger. Peut-être qu'il faut trancher cette situation en redonnant simplement la parole au peuple vénézuélien. On va passer maintenant au second sujet, c'est la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo peut-il recoller les morceaux du Front populaire ivoirien? L'ancien président ivoirien qui a été acquitté des crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale est arrivé ce mardi en Belgique où il a une seconde famille. Et depuis la Belgique, il va attendre l'éventualité que la CPI fasse appel de son acquittement. Et pour le moment, toutes les interrogations se portent sur la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est le patron du FPI depuis le décès de Sangaré. Le FPI est divisé et aujourd'hui on le voit clairement. On a vu Pascal Affi-N'Guessan s'exprimer quand Laurent Gbagbo a été acquitté que s'il revient, lui, il rentre dans les rangs. Est-ce que Laurent Gbagbo, c'est l'homme providentiel que le FPI attend pour être ressoudé? Oui, moi je ne peux pas parler d'homme providentiel. Laurent Gbagbo a formé le FPI avec ses collègues professeurs d'université. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le FPI en Côte d'Ivoire est la CDPA au Togo. La CDPA au Togo. Mais pas avec le même destin. Mais pas avec le même destin. Parce que depuis toujours, la CDPA n'a jamais eu un seul député à l'Assemblée nationale. Bon, donc aujourd'hui, je peux dire que la déclaration d'Affi-N'Guessan est une bonne chose. Il a bien dit, si tel est le cas, je regagne la maison. Et celui qui incarnait... Ça dit, il comprend qu'il est en dissidence aujourd'hui. Oui, il a reconnu. C'est pourquoi il était en discussion avec le PDCI pour les élections futures. Mais l'événement de l'acquittement de Gbagbo a changé la donne. Bon, celui qui incarnait la branche Gbagbo, monsieur Sangaré, est décédé. Donc, les partisans ne voulaient pas que sa femme reprenne la main. Bon, comme Gbagbo lui-même, dans quelques jours, sera libéré totalement, je pense qu'avant quelques jours, tu es bien optimiste. Je suis optimiste. Et je pense qu'il va reprendre la main pour réorganiser le FPI pour 2020. Vous le croyez aussi, Jean-Paul? Qui sera libéré dans quelques jours? Non, ça j'y crois pas. Même si je le souhaite, je ne crois pas du tout qu'il sera libéré dans quelques jours. Soit celui qui va recoller les morceaux du FPI. Oui, c'est le seul. Vu sa personnalité, vu la figure presque, j'allais dire, légendaire ou mythique aujourd'hui, à laquelle d'ailleurs a contribué la CPI, en le traitant presque comme une sorte de martyr. Je crois que c'est une figure vers laquelle tous les membres du FPI doivent converger. C'est vrai qu'il y a eu Affi-N'Guessan qui, après les difficultés liées à la crise post-électorale, qui a essayé de reconstruire le parti, mais en donnant l'impression que pour lui, la page Gbagbo était définitivement tournée, qu'il fallait passer à autre chose. Il était même accusé d'être soutenu pour ça par le pouvoir en place qui voulait l'instrumentaliser.
Et d'autant plus que lorsque les deux qui se battaient pour prendre le parti se sont retrouvés au tribunal, le tribunal a donné raison à Finguessan. Donc, ce qui a confirmé pour ses détracteurs le fait qu'il était soutenu par Alassane Ouattara. Et ce qui l'opposait aux autres, c'est justement le fait que la page Gbagbo n'est pas tournée. Les Sangaré disaient que la page Gbagbo n'est pas tournée. On ne peut pas parler du FPI, on ne peut pas construire une dynamique victorieuse en considérant que le fondateur, la figure mythique du parti, était parti pour toujours. Donc c'est ce qui les séparait. Aujourd'hui, Gbagbo, qui revient presque, ne peut que mettre presque d'accord tout le monde. Moi, je ne vois pas qui. En plus, avec toutes les séquences qu'on a vécues, la libération, pas libération, et tout ça qui en fait une véritable légende aujourd'hui, je ne vois pas qui peut le contester, le leadership. Donc, quand on a le leadership, nécessairement, on peut réunir autour de soi les autres militants, les autres cadres. Ce qui va se poser, pour moi, l'enjeu, c'est pas tant que le FPI se retrouve, mais c'est les alliances futures pour 2020. C'est pour moi ça le véritable enjeu. Est-ce que le PDCI va pouvoir convaincre le FPI de faire alliance? Peut-être même on aura surprise Guillaume Soro, qui d'ici vendredi va être éjecté du perchoir. Peut-être on a une recomposition en tout cas du paysage politique ivoirien, et c'est pour nous, en tout cas c'est pour moi une très bonne chose. Alors Francis, est-ce que Laurent Gbagbo lui-même il avait déjà compris, parce qu'on a vu au décès de Abdourahmane Sangaré, il a dit qu'il reprend les rênes du FPI malgré que Simone Gbagbo a été amnistié. Laurent Gbagbo a compris que finalement c'est moi qui suis le cordon ombilical. Oui, justement, il est l'homme de la situation du FPI. Mais au même moment, ce n'est pas une faiblesse pour lui en tant que leader de n'avoir pas su former une relève? Même une faiblesse pour le parti. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo, donc peut-être qu'il est éternel. Et il restera, oui, je crois. Même si on libérait Gbagbo totalement, si par disons un hasard, on libérait Gbagbo totalement, je ne sais pas quelle est sa place encore dans la vie politique. Il viendrait, il serait un super chef parti, il désigne ceux qui vont aller aux élections, ou lui-même il va aller encore se présenter pour aller à une élection. Et bien voilà, donc on n'arrive pas véritablement dans nos pays africains à créer ce qu'on appelle véritablement un parti. Donc le parti est la propriété du fondateur, et ça reste là. Donc quand il n'est pas là, tout est chaos. Sinon, Sangaré, il est décédé. Puis il y avait quelqu'un aussi comme ça, qui est mort aussi. Et puis bon, finalement, les rumeurs en Côte d'Ivoire disaient que on les éliminait. Et c'est pourquoi Gbagbo même a décidé de sa tribune d'accuser de revenir que c'est lui qui est le patron du parti. Il prend le parti. Et le jugement aujourd'hui, il est en liberté provisoire. On l'avait dit ici, et conditionnel. Il n'y avait pas une humilité. On l'avait débattu ici que, en fait, la condition que Gbagbo revienne en Côte d'Ivoire n'est pas remplie. Parce que, vous voyez, dès qu'on annonce la libération de Gbagbo, vous voyez tout le bruit en Côte d'Ivoire, la place Figaro, tout ça là, tout est rempli là, avec tout le désordre, les déclarations tapageuses. Même il n'y a pas une certaine humilité, même de la part des accusés. Quand vous prenez Blé Goudé et Gbagbo parler, c'est comme ils n'ont jamais déconné dans la vie. Et ce n'est pas normal. En tout cas, ils ne se retrouvent pas dans le crime contre l'humanité. La CPI ne les reconnaît pas non plus dans le crime. Oui, donc en fait, ces gens-là, quand on va les libérer, ils vont retourner en Côte d'Ivoire, mais ça va être vraiment une catastrophe. Moi, je me plains même pour leur propre sécurité. Est-ce que c'est normal? Quand ils vont revenir, ils peuvent encore mener une vie normale, où on aura deux présidents, un président Gbagbo, et l'autre qui peut-être sera élu prochainement, ne sais pas qui.
Et donc, voilà toute la complexité du dossier. Et il se retrouve en Belgique. Et Abou l'a dit tout à l'heure, on est en train d'assister quand même à un renouvellement, je ne sais pas, du fichier politique. Une reconfiguration. Une reconfiguration, parce que là, en Côte d'Ivoire, on ne sait pas ce qui va se passer. Normalement, Ouattara ne devait pas aller... Il revoit ses intentions aussi. Oui, mais ça va être compliqué pour lui. Ce n'est pas facile pour lui, parce que en Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ailleurs. Il y a des poids lourds de la politique et des gens qui sont représentatifs. Surtout armés. Oui. Voilà. Et au Sénégal, on voit que même Ouad détient le titre foncier du parti. Et son fils qui ne pouvait pas aller aux élections. Donc, Ouad même ne peut pas donner sa caution à un membre de son parti d'aller représenter le parti. Et donc, là aussi, vous avez vu Abdoulaye Wade, son parti, je dis Abdoulaye Wade, Diouf, également son parti, je crois que c'est le parti démocratique, bien. Non, c'est le PDS, ça c'est Abdoulaye Wade. Voilà, Diouf, ça m'échappe un peu. Voilà, Diouf, c'est le parti socialiste. C'est le parti, c'est le PS. Oui, voilà, qui est aussi totalement, qui n'existe pratiquement plus. Donc en Côte d'Ivoire, ça risque d'être la même chose si Gbagbo détient toujours la clé détient la clé du parti. Jean-Paul. Non, je ne partage pas du tout ce que Francis a dit, pour deux raisons. Je ne pense pas que Gbagbo détienne la clé du FPI, contrairement à beaucoup de partis en Afrique. Je ne pense pas que Gbagbo ce soit celui qui finançait le pays, y compris quand ils étaient dans l'opposition, tout ça. Ce qui n'a pas été dit, c'est que il faut voir les conditions dans lesquelles Gbagbo a lâché le parti. Oui. Ils sont arrivés au pouvoir et il y a eu une crise. On l'a arrêté. Donc, préparer la succession. S'il y avait eu, je ne sais pas moi, une perte de pouvoir dans des conditions normales, tout ça, oui, on aurait parlé de succession. Là, c'est quelque chose c'est comme un accident qui est survenu. Donc, ils n'étaient pas préparés. Donc, il a été arrêté, on l'a déporté. Et puis, surtout, c'est qu'après son départ, il y a eu, on l'a expliqué tout à l'heure, il y a eu deux tendances. Oui. Et la seule personne en mesure de réconcilier ces deux tendances, c'est la figure, j'allais dire, mythique ou tutélaire du parti. C'est pour ça qu'on lui fait appel. Sinon, c'est pas parce que c'est lui qui détient la clé et tout ça. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu véritablement diriger le parti s'il n'y avait pas eu cette scission. Oui. La deuxième chose, c'est qu'il n'appartient pas à la CPU, à une cour de justice, de décider si l'arrivée de quelqu'un dans un pays ou dans un jeu politique va créer des problèmes. C'était pas ce qu'on demandait à la CPI. C'était de dire si oui ou non ils sont responsables de crimes contre l'humanité. Le reste, c'est pas le problème de la CPI. C'est aux Ivoiriens, aux hommes politiques ivoiriens de décider. Donc, la CPI a considéré qu'ils ne sont pas responsables de crimes contre l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'en tant que président, ils n'ont pas commis d'autres actes délictueux, d'autres crimes. Mais les crimes pour lesquels on les a amenés jusqu'à la haie, ça, la Cour a considéré que pour ces crimes-là, ils n'étaient pas responsables. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que, bon, maintenant, il y a eu des crimes, il y a eu des choses, et qu'ils ne doivent plus retourner en Côte d'Ivoire. C'est des hommes, normalement, qui sont acquittés. Donc, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont même pas accusés. Ils ne sont même pas présumés innocents. Ils sont innocents. Mais moi, je pense que c'est à cause d'autres considérations que juridiques qui font qu'aujourd'hui, ils se retrouvent en Belgique au lieu d'être simplement chez lui à Abidjan. S'il vous plaît, Jean-Paul, et les gens ne sont pas prêts à lâcher même les partis politiques. Ça, il faut qu'on le sache. C'est pas parce que Gbagbo a été interrompu par force. Et le cas de Wade, c'est les élections qui l'ont renvoyé. C'est différent. Oui, attendez, c'est les élections qui l'ont renvoyé, même jusqu'ici. Mais cite-moi une ou deux personnes importantes du parti de Wade. Il n'y en a pas. Mais tu peux en citer. C'est son fils qui est... Oui, à part son fils. Il n'y en a pas, mais on l'a cité tout à l'heure, les Sangaré, même Afin Guessan, c'était des figures importantes du parti. Afin Guessan, il n'a pas pu prendre le parti en même temps parce qu'il a voulu tourner la page de Gbagbo qui était en prison. Parce qu'il n'est pas bêté. D'accord, mais depuis la Belgique... Sangaré n'est pas bêté. Depuis la Belgique, Sangaré n'est pas bêté. Il ne continue pas à diriger le parti. Mais bien sûr, depuis la Belgique, il va tirer la ficelle. Depuis la Belgique, il veut continuer, il peut commencer même, ou bien continuer par diriger son parti. Parce qu'il suffit de passer des tests ou bien d'avoir des envoyés spéciaux. Par ces canons, il peut facilement recoller les morceaux.
Maintenant, parce que d'après les dispositions qui sont les conditions de libération, il y a ces gens dans le test. On l'attend aussi plus sur la décision ou non. Je ne sais pas si d'ici 2020, il va être complètement en liberté pour pouvoir regagner la Côte d'Ivoire, mais il va falloir qu'il décide si le FPI va participer ou non au présidentiel à venir. Bon, il y a quelque chose qui me chagrine depuis la libération de Bemba. À quelques mois des élections en RDC, on a libéré Bemba. On a dit qu'il y a des conditions et après, les conditions ne sont plus revenues sur la table. Mais le parti au pouvoir, Kabila, a trouvé des astuces pour l'éliminer. Pour le cas de Gbagbo, c'est pour les élections de 2020. Quelques mois après, lui aussi vient d'être libéré. Et ça risque de chambouler la classe politique. Bon, les alliances seront faites entre FPI, Soro, PDCI contre le Rassemblement des Roufoutistes, le RSD, ce qu'on vient de faire la dernière fois. Parce qu'il y a des gens même qui sont mécontents de ce qui est fait la dernière fois. Ce qui veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y aura ça va bouger. D'accord. Mais en l'état actuel des choses en Côte d'Ivoire, Gbagbo ne peut pas être candidat puisqu'il a été condamné à 20 ans de prison. Donc, en l'état actuel des choses, et en principe, s'il met les pieds en Côte d'Ivoire, il est interpellé et mis en prison. Ça, c'est en principe. Maintenant, on peut considérer que mettre Gbagbo en prison en Côte d'Ivoire, je ne sais pas qui prendra cette responsabilité. On va marquer la grande pause et on revient après le journal.